mais si jamais il y a un coup là, un bruit comme ça, tu pourras utiliser là, par exemple. Oui, à la limite. Oui, mais là, il me faut où je les tiens dans la main, mais c'est pareil, parce qu'il y a les bruits de la... Oui, non, il ne faut pas qu'il y ait un contact. Le micro, il ne faut pas qu'il ait le moindre contact avec des objets que nous, on va toucher. C'est le béaba du son. Oui, Tu vois, moi, j'ai viré un ingénieur du son sur un tournage sur le journal de Joseph M pour bien moins que ça. Ah oui, tu demanderas à Joseph. Hein. tiens, on va voir... Tu es trop exigeante. En tout cas, on est là pour reconstruire une image de Théo, une image à travers les temps, une image à travers l'amitié. Et Oui. Tu dois m'aider à reconstruire cette image. Hein. C'est une quête pour moi, ce film, une quête de lui, bien sûr à travers sa personne, à travers son œuvre. Déjà, on pourrait se situer dans les temps par rapport à un premier souvenir peut-être. Alors, oui, là, j'ai oublié de fermer. Non, parce que non, c'est important. Je ne ferme pas parce qu'il y a le coursier qui doit venir. C'est peut-être lui. Je suis désolé, mais je le garde avec moi le téléphone. Allô? Oui. Oui. Ah bon? Ah d'accord, parfait. Je te laisse là parce que là on est en tournage, tu vois. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Écoute, bah, bonne vision, quoi. Salut! C'est pour me dire qu'il avait reçu les DVD. Non, c'est bien. Oui, alors donc, je continue, je commence. En fait, j'essaie de reconstituer les souvenirs. J'ai découvert les films de Théo au Festival de La Rochelle. Alors, est-ce que c'est en 1977 ou en 1978? Là, j'ai pas bien révisé, donc... et je ne connaissais pas Théo à ce moment-là, donc... je l'ai vu, il était présent sur le festival, tout ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est très peu de temps plus tard, je crois que c'était à Avignon, à l'occasion d'un autre festival, qu'on s'est rencontrés. Et que je lui ai dit, bah, évidemment, que j'avais adoré les films qu'il avait présentés à La Rochelle, notamment Salomé. Voilà, et bon, évidemment, il était très heureux parce que c'était en fait les débuts de sa nouvelle carrière et donc il commençait seulement à faire des projections à ce moment-là. Et donc voilà, c'était très important pour lui, j'imagine, d'avoir des réactions du public, que des gens comme ça qui étaient présents en projection lui renvoient la balle en lui disant voilà, on a été très touchés par ce qu'on a vu. Quoi. Tu étais déjà critique de cinéma? Oui, ah bah oui, à ce moment-là, oui, c'était en 77, bien sûr, j'ai commencé à écrire en 75. D'ailleurs, j'avais commencé à faire des films. D'ailleurs, j'étais à La Rochelle parce que je montrais, je crois, mes deux premiers films, qui étaient Marilyn, Guy Lux et Lennon, et MMM. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais à La Rochelle cette année-là. Ah, 50. Non, 77. 77. Mais faudrait vérifier. Tu veux que je vérifie tout de suite ou... Non, non. Et de quelle façon donc s'est née cette amitié? Ah bah, enfin, dès que je l'ai rencontré, donc voilà, moi je lui ai dit que ça m'intéressait de voir tous ces films. Et voilà, c'est parti très vite parce qu'il y avait beaucoup de lieux à l'époque pour montrer du cinéma indépendant, expérimental, et en fait, on se retrouvait très souvent dans des festivals à montrer nos films. Donc déjà, on se croisait beaucoup dans ces festivals en province. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, le contact était établi. Et donc on se voyait. Moi j'ai proposé à Théo de faire son cinématon.
Là c'était presque un an plus tard, je me souviens, donc c'était au début du mois de mai, aux rencontres cinématographiques de Digne. Donc c'était en 78, je commençais depuis 3 mois seulement les cinématons, donc là c'était tout frais. Donc j'avais fait le cinématon de Théo à Digne, ainsi que celui de Gaël. Et donc voilà, je dirais la machine était lancée, quoi, et on se voyait très régulièrement, puisque en plus on allait voir les films, nos propres films respectifs, mais aussi les films d'autres amis, comme Michel Nedjar, comme Joseph Morder, comme Katrina Tomalaki et Maria Canaris, etc., etc. Donc chaque semaine, il y avait toujours à droite ou à gauche une projection. Donc automatiquement, on se revoyait là, et très souvent, on allait prendre un verre après, ou peut-être, ou quelquefois même avant, on allait manger un morceau juste avant la projection. Et c'était quelque chose de... C'était un flot continu de rencontres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, comme des fois dans des relations, on se voit souvent, puis pendant 6 mois on ne se voit pas, puis on se revoit pendant 1 mois ou 2 souvent, puis après on ne se revoit pas. Non, là c'était vraiment très très régulier. Et, c'était pas du tout quelque chose de... C'était complètement improvisé, quoi. C'est-à-dire que, en plus, Théo n'avait pas le téléphone. Et donc il était très difficile à joindre. Donc pour se voir, évidemment le plus simple c'était les retrouvailles à l'occasion des projections. Donc on savait qu'on se voyait à telle ou telle projection de film. Et voilà, donc il n'y avait pas mieux pour avoir en fait des contacts réguliers. La pire des choses du téléphone, en fait, à partir du moment où on a le téléphone, on s'appelle, on dit on se voit. Et des fois, on ne se voit pas pendant 1 an, ou même plus. Alors que quand on n'a pas le téléphone, bon, bah, on est obligé de se voir, on ne va pas dire, on ne peut pas s'appeler. Donc, et quand je dis le téléphone, mais alors, je ne parle même pas des mails avec Internet. On peut s'écrire 10 fois par jour pendant des mois sans se voir, quoi. Voilà. Donc c'était quelque chose, disons, on baignait dans une sorte de même mouvance, et on se voyait même plusieurs fois par semaine, souvent. Alors, tu as fait référence à ces films, en particulier à Salomé, mais qu'est-ce qui reste encore aussi des sa-personnes en tant que, je ne sais pas, un Mexicain? Bah, Théo était quelqu'un de très discret, c'est-à-dire que autant ses films sont très exhibitionnistes, je dirais très éclatés, autant il avait une personnalité discrète en fait. Et il parlait assez peu en fait. Et quand il ouvrait la bouche, évidemment c'était souvent pour dire des choses qui n'étaient pas anodines. Tu vois, s'il ouvrait la bouche, c'était pour dire quelque chose d'intéressant. Contrairement à d'autres personnes comme moi j'ai tendance comme ça à plaisanter, à dire toutes sortes de choses, comme ça pour un peu meubler comme ça le temps. Lui, c'était pas du tout le cas, c'était vraiment l'opposé. Sa discrétion en même temps, elle était sa force, parce que quand une personne dit peu de choses, donc on se pose des questions aussi, on se demande, tiens, est-ce qu'il est d'accord avec ce que je dis ou pas, donc ça nous oblige comme ça à se poser des questions. Disons, la personnalité d'un personnage comme celui de Théo, il y a un côté en même temps étrange, quoi. Le fait de parler très peu, donc en même temps, les silences ont toute leur force. On communique beaucoup par les silences. Et ça, c'était quelque chose, il a toujours été comme ça, quoi. C'est quelque chose de contraire à ce film. Oui, bien sûr, parce que ces films étaient très exubérants. C'était vraiment... mais c'est souvent comme ça dans l'art. C'est-à-dire que... C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Il y a des artistes qui disent très très peu de choses. Et leur cinéma, il est complètement extravagant, quoi. Et donc tout, en fait, tout se passe à l'intérieur, quoi. Donc ça doit bouillonner beaucoup, quoi. Et quand j'y pense, quand je voyais Théo comme ça qui disait rien, tout ça, bah, évidemment, j'imagine que ça bouillonnait beaucoup, et que les choses, les neurones devaient se télescoper à l'intérieur de lui, quoi. Et alors, donc en 1978,
on avait décidé de faire une programmation commune dans une galerie qui était juste à côté d'où j'habitais. Moi j'habitais 42 rue de l'Ouest, et cette galerie, elle était 21 rue de l'Ouest. Elle s'appelait Galerie de l'Ouverture. Elle était tenue par un artiste. C'était un Français qui vivait en couple avec une Allemande. Et en fait, c'était surtout cette Allemande qui s'occupait de la galerie. Et donc, on avait décidé, donc Théo et moi, de faire une programmation de tous nos films. Donc, on avait réalisé, je dirais, au 1er décembre 1978, voilà, donc toute notre filmographie. On l'a présentée, je crois, pendant 4 jours. Donc 4 soirées, je crois qu'on faisait 2 séances par soir. Et c'était formidable parce que, en plus, c'était plein. Et tous les amis étaient là. Et évidemment, c'était une occasion de revoir à chaque fois les films. Et les films de Théo, à l'époque, moi, je les voyais souvent. C'est-à-dire que, autant, bon, un film qu'on aime, on va le voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après, bon, on passe à autre chose. Là, ces films, je ne sais pas combien de fois j'ai pu voir Salomé ou Les Deux Cristaux. C'est un nombre incalculable de fois. Et c'était à chaque fois un plaisir renouvelé, et à chaque fois, c'était l'occasion de découvrir des choses que je n'avais pas remarquées la fois précédente, parce que c'était un cinéma qui était tellement nouveau par rapport à ce qui existait, tellement différent. Quand j'emploie le mot différent, je ne parle pas de cinéma différent, mais différent, justement, différent au cinéma différent qui se faisait à l'époque, que les repères culturels qu'il y avait dans son cinéma étaient complètement étrangers à nous occidentaux en fait. Et donc c'était à chaque fois un bonheur de plonger dans un autre monde, quoi. Et ça c'est fantastique quand on va au cinéma de plonger dans un autre monde. Il y a tellement de films qui nous renvoient à notre réalité quotidienne comme ça, à plat. Là vraiment quand on allait voir un film de Théo, bon, bah là on ouvrait une sorte de porte et là on basculait dans un autre monde. Est-ce que tu pourrais retracer son histoire à travers ce film, une histoire de sa filmographie, on va dire Je sais pas, là, comme ça, je sais pas trop, mais là, sois plus précis dans ta question, parce que retracer son histoire par sa filmographie. Tout simplement, parce que moi, son histoire, elle commence. L'histoire de ses films. Parce que moi, son histoire, elle commence en 77, quoi, quand j'ai découvert ses films, quoi. Tu vois, avant, je ne connaissais pas ce qu'il avait fait. Bon, il avait fait très peu de films, donc entre 68 et 70, il a fait tous ces films en 8 mm que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai découvert très rapidement, hein, dès 1978 d'ailleurs, quand il avait fait cette rétrospective commune à la galerie de l'Ouverture. Bien sûr, ces films-là étaient projetés, quoi. Mais c'était intéressant parce que chaque fois que je voyais Théo, il était toujours sur un nouveau film, quoi. Et puis je sais pas, je le voyais 10 jours après, il avait fini le film sur lequel il travaillait, et puis je le voyais, je sais pas, 15 jours après, le film était projeté. C'est-à-dire qu'il y avait une rapidité absolument extraordinaire entre le moment où un film comme ça était lancé, ou même entre le moment où il y avait le projet du film et le moment où le film était projeté dans une salle. C'était extrêmement court. C'était que quelques semaines. Et donc on pouvait suivre comme ça la pensée d'un artiste, comme ça allait très vite. Et puis ces films aussi, chaque film était un peu la suite d'un autre. Ça aussi c'était intéressant. C'est-à-dire que c'était presque un feuilleton, Théo. C'est-à-dire que un film se terminait et le film suivant bénéficiait de tous les acquis du film précédent. C'est-à-dire que un film de Théo, c'était une expérience, et toute cette expérience-là, il l'utilisait pour le film qu'il faisait après. Et quand on connaissait le film qu'on avait vu avant, on comprenait, nous, spectateurs, que c'était une sorte de maillon comme ça, une sorte de chaîne. Donc c'était à chaque fois, le film était un maillon d'une chaîne comme ça qui continuait de mois en mois, d'année en année. Et ces films, donc même s'ils mettaient en scène peut-être parfois certains éléments de sa vie quotidienne, c'était tellement transcendé par sa mise en scène que ça en devenait quelque chose de merveilleux, au sens littéral du terme, de fantastique. C'est-à-dire que les éléments de réalité, ils étaient tellement transformés par son regard que pour nous, ce n'était même plus de la réalité, quoi. C'était déjà du merveilleux, quoi.
Alors, il y a un point de repère avec l'entretien que vous avez fait. Cet entretien a été mis sur un papier sur une rétrospective à la Cinémathèque. Ah oui, ça c'était après alors. Tu as été directement mêlé à la rétrospective de la Cinémathèque? Oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, donc, alors là c'était la rétrospective à la Cinémathèque, c'était début décembre 1979. Et donc le programmateur de la Cinémathèque à ce moment-là, c'était Alain Marchand, qui avait été un proche collaborateur de Henri Langlois, et quand Henri Langlois est mort, donc Alain Marchand, c'est lui qui est devenu le programmateur de la Cinémathèque. Et c'était, à mon avis, le plus grand programmateur de la Cinémathèque après Langlois, car il s'intéressait absolument à tout ce qui était nouveau, et quand il entendait parler de quelque chose, c'est-à-dire un film vraiment intéressant, même s'il ne l'avait pas vu, il le programmait. C'est-à-dire qu'il avait entendu un journaliste en parler, ou un autre cinéaste qui avait dit tiens, le film de un tel que j'ai vu dans tel festival, c'est vraiment un superbe film. Et Alain Marchand appelait le cinéaste, c'est ça qui est incroyable, ça paraît invraisemblable aujourd'hui, il appelait le cinéaste pour lui dire voilà, je veux programmer votre film. Ça se passait comme ça. Alors en ce qui concerne Théo, donc moi je connaissais bien Alain Marchand à l'époque, et donc je lui avais dit depuis un certain temps qu'il fallait absolument montrer les films de Théo à la Cinémathèque, mais je me disais ce serait bien de montrer un film ou deux comme ça. Et Alain Marchand, évidemment, il faisait toujours les choses encore mieux que ce qu'on imaginait. Il avait dit, ben, on va tout montrer. Donc, en décembre 1979, il y a l'intégralité de l'œuvre de Théo de l'époque qui est montrée à la Cinémathèque. Et alors, à l'époque, il y avait très très peu de moyens. La Cinémathèque n'avait pas de projecteur Super 8 professionnel. Et il se le faisait prêter par une marque. Il n'y avait pas les moyens de faire un catalogue, évidemment. Eh bien, on faisait un petit dossier qui était renéoté, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était même pas de la photocopie parce que c'était trop cher, c'était renéoté avec un système donc qui permettait de pouvoir faire plusieurs centaines d'exemplaires comme ça, une feuille. Voilà, on tapait à la machine sur quelque chose qui ressemblait à du calque et après donc on passait ça à la renéo. Et on pouvait en faire des centaines d'exemplaires. Donc, alors sans argent, on pouvait projeter des films avec un projecteur professionnel, on pouvait faire des programmes avec des textes, tout ça, et on pouvait faire venir beaucoup de monde, parce que les gens à l'époque étaient beaucoup plus curieux qu'aujourd'hui, ils étaient moins sollicités aussi, et dès qu'il y avait quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire, bon, ben, le public était là, quoi. Et ça s'était merveilleusement bien passé, et donc je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. C'était la première fois que Théo montrait ses films à la Cinémathèque, c'était la grande salle du Palais de Chaillot. Et voilà, et grâce à, d'ailleurs je me souviens que grâce à cette rétrospective, j'avais pu faire un texte sur Maya dans la revue Cinéma 79, alors qui était paru en 80, donc dans Cinéma 80. Donc c'est une revue où on analysait les films qui sortaient en salle, en particulier, la moitié de la revue c'était ça. Bon, par ailleurs, il y avait des dossiers, il y avait des entretiens. Bon. Et comme la rétrospective, j'avais expliqué au rédacteur en chef de la revue, qui était Gaston Strat, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de films de Théo Hernandez qui sont sortis en salle parce que c'est pas le moment, c'est un cinéma qui est encore trop, qui est encore trop loin dans les étoiles pour être en salle, mais par contre il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de son dernier film, de dire voilà, Maya, c'est le dernier film de Théo Hernandez, on en parle comme s'il était sorti en salle. Il a dit ok, bon d'accord, il y a une rétrospective à la Cinémathèque, donc j'avais pu faire un texte sur Maya, et grâce à cette rétrospective. Et puis après, donc, évidemment, ces revues de cinéma étaient très lues par les gens qui avaient des salles, par les gens qui avaient des festivals de cinéma. Et après, évidemment, il y a des programmateurs qui étaient intéressés et qui ont contacté Théo pour montrer ses films. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, si on a une petite rétrospective comme ça à la Cinémathèque française, souvent ça s'arrête là, il n'y a pas d'écho. Alors à l'époque, il y avait une sorte de chaîne comme ça. Un film, enfin, une rétrospective à la Cinémathèque ne tombait pas à plat. Après, c'était repris, il y avait une suite. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a trop de choses, et on peut faire des choses, on peut faire des petits événements comme ça très bien, mais il s'arrête là, il n'y a pas assez de suite.
Là, dans les textes sur Maya que tu as écrit à l'époque, tu parles d'un cinéma d'avant-garde qui pressent une pensée, une véritable pensée par rapport au cinéma. Est-ce que tu pourrais approfondir Ah oui, oui, parce que le problème enfin, le cinéma dit expérimental, souvent est un cinéma qui se fait plaisir et qui utilise toutes sortes d'effets techniques brillants, hein. Alors là, souvent, au niveau technique, il faut reconnaître que c'est admirablement bien fait. Mais souvent c'est creux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que c'est un exercice de style, bon c'est très bien, on voit qu'un cinéaste est capable de faire ça, mais il n'y a rien derrière, quoi. Alors qu'avec Théo, bon, il n'était pas le seul évidemment dans le cinéma, je dirais indépendant, hein, des gens comme Michael Snow, Jonas Mekas, Andy Warhol et d'autres, hein, Joseph Murder, etc. Il y en a d'autres. Il y a une pensée derrière, c'est-à-dire que c'est pas... par exemple, pour parler de Maya, bon, c'est un film qui est fait en grande partie image par image, eh bien, c'est pas un effet de style. C'est-à-dire qu'on est emporté dans une sorte de tourbillon, mais le tourbillon est le sujet même du film, en fait. Et donc, alors qu'il existe d'autres films comme ça qui sont faits image par image, et à la limite, on ne sait même pas pourquoi ils sont faits comme ça. Alors qu'avec ce film de Théo, Maya, eh bien, on est emporté dans une sorte comme ça de maelstrom qui nous amène dans une orgie d'images qui explose à la fin et son explosion, c'est une sorte de... On se retrouve dans une sorte de béatitude en forêt de Fontainebleau. C'est bien, d'après mes souvenirs, la dernière séquence, non, Mauricio, dans ce film. La séquence finale, c'est bien en forêt de Fontainebleau, non? Ou c'est dans les rochers. Ou c'est Ouessant. C'est Ouessant, je pense. D'accord. Oui. Alors, tu as bien mentionné aussi Joseph, qui était, selon les carnets de Théo, aussi avec toi dans un film, un projet de film que vous n'avez jamais réalisé. C'est quel film? Un film Théo. Bon, il vous a non, invité, attends, un film réalisé qui devait être réalisé par qui? Non, par Théo, bon, qui vous a invité à faire un film oui. ensemble et qui n'a jamais eu lieu. Je pense que c'est Vitriol ou... Parce que, tu pourrais retracer un peu les contextes à ce moment des collaborations. Il vous a demandé de participer dans les films ou... Parce que moi, il m'avait demandé... oui, il m'avait demandé de participer à un film. Bon, j'apparaissais dans 30 films brefs, dans une séquence qui se passait au Palace. Mais je me souviens qu'il m'avait proposé de faire quelque chose de plus important. Ces films, mais je me souviens, il est à l'origine de projets. Voilà, mais bon, donc il y a eu ça qui a été fait, mais après il n'y a pas eu d'autre chose, et franchement je ne sais plus pourquoi. C'est-à-dire que chacun de nous, on était pris dans plein de projets, on tournait beaucoup, enfin on n'avait pas de projet, c'est-à-dire que quand on avait une idée, on tournait. Et donc, si ça n'a pas été fait, ben, je ne me souviens pas, voilà. Surtout que cette époque-là, parce que 30 films brefs, sauf erreur, je pense que c'est en mars 1980, j'en suis même sûr. Et donc, en 80, c'est une année où j'ai fait 3 longs métrages, hein. Aditya, Cœur bleu, Vivre est une solution. C'est l'année où j'ai commencé ma Passion du Christ à Biosé. Et puis il y avait aussi les cinématons, et donc j'étais aussi pris dans mes propres films, quoi. Et donc, voilà, j'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Je ne me souviens pas pourquoi on n'a pas tourné, ça j'ai pas de souvenir de ça. Tu écrivais aussi ton livre sur Schroeter. Alors oui, non, mais ça c'était un petit peu plus tard, je l'ai surtout écrit dans le dernier trimestre 1981, il est sorti fin janvier 82. Donc c'était peut-être en 80, enfin, en tout cas 30 films brefs, c'est mars 1980, mais je ne sais pas si ce projet avec Théo là a continué encore sur 1981, ça j'ai pas de souvenir. Et par rapport à ton livre, il y avait chez Théo aussi un goût, un amour vers Schroeter, il aimait beaucoup Schroeter. Oui. C'est le travail, notamment, bon, il y a plusieurs choses, mais aussi le travail par rapport à l'opéra.
je ne sais pas, parce que Werner Schröter, dans disons, dans sa première époque, où il était il était surtout cinéaste, parce qu'après il est devenu un grand metteur en scène d'opéra et un grand metteur en scène de théâtre. Bon, à l'époque, il faisait déjà du théâtre, mais il était surtout connu comme cinéaste. Et dans son cinéma, il utilisait toutes les formes musicales possibles, c'est-à-dire le rock, ça pouvait même être quelquefois de la variété, mais surtout de la musique classique, et surtout Maria Callas. Et c'était une sorte de mélange de tout ça, et créer quelque chose de complètement moderne, de complètement décalé, et qui allait absolument à l'encontre de tous les films opéras qui ont pu se faire, c'est-à-dire où c'était de l'opéra filmé, alors que lui justement il réinventait l'opéra au cinéma, c'est-à-dire qu'il décortiquait l'opéra, il s'en moquait aussi, et en même temps c'était complètement cinématographique. Tu as des souvenirs par rapport à je ne sais pas, si Théo, s'il y avait des dialogues par rapport à Schröter, il raconte dans un moment dans son journal que bon, il était avec toi et tu avais rendez-vous avec lui, il arrivait. Ouais, ça alors oui, c'était en mars 80 parce que c'était donc le moment où il avait fait 30 films brefs, et à ce moment-là donc Schröter faisait la mise en scène du spectacle musical d'Ingrid Caven. Et donc, alors à ce moment-là, je voyais Schröter parce que oui, je pense que je devais faire un entretien avec lui, parce que j'en ai fait plusieurs. Et donc, qui était pour mon livre, mais qui a d'abord été publié, je pense, dans Cinéma 80. Et donc une fois, on avait rendez-vous au Palace, c'est là que Théo avait filmé 30 films brefs, et là qu'il avait rencontré Schröter, quoi. Et donc, Théo aimait beaucoup des films comme La mort de Maria Malibran, par exemple, qui à mon avis est le film le plus fort de Werner Schröter, et qui est bon, à partir du mythe de cette cantatrice qui s'appelait Maria Malibran. Et en fait il transforme tout ça, et en fait il raconte plus la vie d'ailleurs de Maria Callas. Et donc bon, Théo avait pu rencontrer Werner. Alors je ne sais pas ce qu'il en dit dans son journal, parce que bon, le problème c'est que Théo connaissait l'œuvre cinématographique de Werner, et Werner ne connaissait pas l'œuvre de Théo. Donc le dialogue était quand même difficile. Oui, non, il va pas trop loin, mais c'est anecdotique. Déjà aussi, tu avais parlé d'Aditya, tu faisais ce film, et tu fais une dédicace d'Aditya à Théo, c'est ça, Théo et Gaël. Oui, parce que c'était un film qui était tourné novembre, décembre, et peut-être début janvier, donc novembre-décembre 79, donc c'était à l'époque de la rétrospective de la Cinémathèque à Chaillot. Et les dernières prises de vue ont dû avoir lieu début janvier, parce que je sais que le film a été montré tout à fait début février au Festival Cinéma en Marche, puis au Festival de Berlin, toujours en février. Et donc j'avais dédicacé ce film-là, parce que je pense que si ce film existait tel qu'il est, Aditya, eh bien, je pense qu'il existait tel qu'il était, parce qu'il y avait l'œuvre de Théo qui était là avant. C'est-à-dire que si je n'avais pas découvert les films de Théo, ce film-là n'existerait peut-être pas. Et en tout cas, s'il avait existé, il aurait été différent, c'est sûr. Donc, l'œuvre de Théo a été bénéfique, c'est-à-dire qu'elle a été quelque chose qui m'a apporté quelque chose au niveau artistique. Et donc, il me semblait naturel de dédicacer ce film à Théo et à Gaël. D'ailleurs, ce que je fais rarement je fais très peu de dédicaces dans mes films, donc justement, c'est d'autant plus important. Alors, ça nous ramène forcément à l'histoire du cinéma. Est-ce que tu pourrais placer l'œuvre de Théo par rapport à l'histoire du cinéma? Non, l'histoire du cinéma, à mon avis, c'est terminé. Je pense que l'histoire du cinéma, elle s'arrête avec la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes sortes d'époques, de la naissance du cinéma jusqu'à la nouvelle vague. Et puis avec la nouvelle vague, bon, on a tout fait exploser. Je dirais nouvelle vague et cinéma underground. Et après, donc, ça ne veut plus rien dire.
Donc, alors, si tu veux, Théo, il est plus quelqu'un qui fait partie de cette dernière explosion, quoi. Donc, il est, bon, je dirais, dans la ligne à mon avis, bon, lui, il se référait au néoréalisme. Mais le néoréalisme et la nouvelle vague, c'est très proche. Et puis le mouvement underground aussi, parce que c'est sûr que sans tous ces films faits dans les années 60 par les Américains, ben, on n'aurait peut-être pas fait nos films aussi de cette façon-là, parce qu'ils nous ont apporté en fait beaucoup de liberté, quoi. Ils nous ont dit qu'on pouvait faire, tout était possible, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Mais après ça s'arrête. Depuis, je dirais, depuis 40 ans, bon, ben, on ne peut pas dire qu'il y a des époques de l'histoire du cinéma. Alors lui, il fait partie de... Il a la chance de faire partie on pourrait presque dire, de cette époque historique du cinéma. Mais quelqu'un qui a commencé à faire des films dans les années 80, lui, on ne peut pas dire qu'il fait partie d'une époque historique du cinéma. Il est après. C'est-à-dire que tout a été inventé jusque, je dirais, jusqu'en 1970, pratiquement, voilà, tout a été inventé. Bon, maintenant, le cinéma vit sur son passé, quoi. C'est très bien. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait un peu de sa situation en tant qu'étranger en France. Et, bon, tu parlais d'une anecdote avec une année difficile où il n'a pas eu son titre de séjour et tout. Ah, ça, je sais pas. Hein, non, mais oui. En général, je voudrais arriver au niveau de lui. Est-ce que par rapport à son intégration en France, à ce pays finalement si différent que le Mexique. Ah ben, pour moi, il était totalement intégré. C'est-à-dire que quand je voyais Théo, jamais j'ai pensé qu'il était étranger. Enfin, même si je savais qu'il l'était, mais dans son comportement, il était complètement assimilé au mode de vie des gens de sa génération, des artistes de sa génération à Paris, quoi. Donc, il ne revendiquait pas comme ça une appartenance comme ça étrangère. Son cinéma était suffisamment étrange et étranger à ce qui se faisait. Ça ne servait à rien d'en rajouter dans son comportement. Comportement, je disais tout à l'heure qu'il c'était quelqu'un de très discret, quoi. Et donc il avait peut-être des problèmes à un moment donné de carte de séjour, de choses comme ça, mais on ne le savait pas, il n'en faisait pas étalage. Et c'est vrai que c'est pas ça, je sais pas, c'est pas ça qui est intéressant. Enfin, ce qui était intéressant pour lui, c'était de faire son œuvre, de pouvoir absolument faire les films qu'il voulait faire. Tout le reste, je pense, n'était qu'accessoire. Bon, s'il avait des problèmes de carte de séjour, des choses comme ça, pour lui l'essentiel c'était quand même de pouvoir rester à Paris et de pouvoir continuer à faire ses films. Est-ce que bon, par rapport à sa mort, est-ce qu'il a été annoncé ou le problème c'était pendant les vacances, hein. C'était fin des vacances, donc moi je l'ai su, mais je me souviens, je partais en Suisse là, donc par exemple je n'étais pas aux obsèques, mais je l'ai su, hein, évidemment, mais je pense que si ça avait été un autre moment en dehors des vacances, on aurait plus parlé. Et puis en même temps, il est mort à un jour près, en même temps que Félix Guattari, qui était quelqu'un de médiatique dans la société française, quoi. Donc, et tu as un souvenir de ces dernières années? Alors, les dernières années, moi je le voyais très peu, et la dernière fois que je l'ai vu, c'était, par contre, là je pourrais retrouver, je pense, la date, c'était une signature de Dominique Noguez, dans rue Rambuteau, au Cahier de Colette. Et donc je ne sais plus si c'était début 92 ou en 91. Et voilà, donc on s'était croisés là, je lui ai demandé de ses nouvelles, il m'avait dit qu'il allait bien. Mais c'était une formule de politesse. Tu vois. Là, je ne l'avais pas vu depuis un certain temps, et donc voilà, bon, on se voit à ce moment-là, et on se demande comment ça va, mais là, depuis,
je dirais, voilà. Bon, j'ai déménagé fin 85 et à ce moment-là, donc j'ai travaillé comme un fou sur les aventures d'Éditeur Lay. Je travaillais tous les jours et je voyais, il y a certaines personnes que je ne voyais plus, que je n'avais plus le temps de voir, et Théo faisait partie de ces gens-là. C'est-à-dire que je dirais à partir de 86, je le voyais quasiment plus. Et donc, et c'était dû vraiment à ce film. Par exemple, j'ai travaillé pendant un an au montage, donc j'ai travaillé tous les jours, et donc en dehors de quelques festivals où je me déplaçais pour montrer mes films, quand j'étais à Paris, j'étais complètement dans ce montage. Et après, quand on perd le fil avec quelqu'un, bon, il faut une occasion pour qu'on se retrouve. Et là, l'occasion ne s'est pas présentée. C'est-à-dire qu'on s'est appelé comme ça de temps en temps, bien sûr. Par exemple, il m'avait demandé une copie de ces deux cinématons. Et moi, je lui avais demandé une copie, donc en Super 8, hein, bien sûr, du film qu'il avait fait sur le tournage du deuxième cinématon en 85. Donc là, on s'était vus, on avait échangé nos films, tu vois. Mais bon, ça, je le raconterai alors. Oui, non, tout est enregistré alors. Ah, d'accord. De toute façon. Donc, disons, oui, ce que je veux dire, c'est que ça enregistre peut-être pas encore. Là. Parce que là, quand je disais j'ai déménagé à la Toussaint en 1985. Je suis allé à Saint-Maurice, près du bois de Vincennes. Et là, par exemple, Théo n'est jamais venu là. Il faut dire que, par exemple, la première année, j'étais quasiment jamais à Paris. J'étais beaucoup au Canada, tout ça. Après, il y a eu l'histoire de mon montage des aventures d'Éditeur Lay. Et en fait, c'est vrai que ça m'a coupé le lien avec un certain nombre de personnes. Mais ça, c'est la vie, hein, qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas être de partout, quoi. Et donc, je suivais évidemment ce qu'il faisait, mais par exemple, je voyais pas, j'ai pas vu ses derniers films. Je savais que son aventure continuait, voilà. Et que restait-il de cette époque-là où vous êtes connu Ah bah, c'était une époque. Avant-garde. Oui, c'était une époque très fructueuse parce que, bon, déjà, si tu veux, il y avait deux choses. Il y avait la conjonction de deux choses. C'était une époque où il y avait un vrai renouveau du cinéma d'avant-garde en France. Bon, déjà, ça c'était fantastique d'être à ce moment-là précis. On aurait pu y être 10 ans avant ou 10 ans après, mais là, je suis arrivé à Paris juste à ce moment-là. Donc, c'était une chance. C'était une chance. Et puis en même temps, bon, on était beaucoup plus jeunes, donc on avait envie de rencontrer. Moi, je suis arrivé à Paris, j'avais, je sais pas, même pas 24 ans, donc j'avais envie de rencontrer plein de gens. Donc j'étais complètement ouvert, c'est-à-dire que c'était pour moi aussi important d'aller voir un film, que de rencontrer un réalisateur. Tout ça, c'était le grand moment des découvertes. Et donc tout ça s'est passé en même temps. Et même si Théo était d'une génération plus ancienne que ma génération, mais son cinéma était tellement jeune que il se fondait avec les autres, et il n'y avait pas, si tu veux, dans les relations entre nous, il n'y avait pas de différence d'âge en disant bah, tiens, celui-là il a 10 ans de plus, par exemple. Pas du tout. C'est-à-dire que pour nous, on avait tous exactement le même âge, on ne se posait pas la question. C'est après que je me suis posé peut-être la question par rapport à son vécu, tout ça, mais bien après, quoi. Et disons, tout ça, pour moi, ça a duré, je suis arrivé en 75 à Paris, jusqu'au début des années 80, quoi. Voilà, donc c'était quand même, je sais pas, un septennat, quoi. Enfin, mais à ton avis, que reste-t-il de cette époque? Bah, ce qu'il en reste, déjà, les films. C'est déjà très important parce qu'il en a fait des films qui révèlent cette liberté, qui révèlent comment dire, ce mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné, quoi. Et donc ça, déjà, c'est quelque chose de palpable parce que les films, si on les voit, on le sent, on doit le sentir, ça. C'est comme quand on voit les films du mouvement underground. On sent qu'à un moment donné, il s'est passé des choses à la fin des années 50, au début des années 60. Bon, les films ne peuvent pas être étrangers à ça. C'est-à-dire que je dirais, c'est consanguin au film. On peut pas, les films n'échappent pas à ça. Alors, un film n'échappe pas à son environnement. Autrement,
ça peut pas être un bon film. C'est obligatoire qu'un film, il est baigné dans son époque et dans ce qui se passe, quoi. Même s'il faut aller le chercher au deuxième, au troisième, au quatrième degré. Donc, et il en reste aussi que c'était une époque donc on faisait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on tournait beaucoup. Et Théo, il tournait énormément, il tournait tout le temps, quoi. Et malgré ça, il travaillait pour gagner sa vie, donc il travaillait, je ne sais plus, 2 ou 3 jours par semaine, quand même, au marché aux puces. Et malgré ça, il avait le temps de faire tous ces films, de se déplacer, de les montrer, et tout ça, quoi. Parce qu'on ne perdait pas de temps dans des choses secondaires. C'est-à-dire qu'on était totalement concentré sur notre objectif, là, de faire des films. Et à la limite, on s'intéressait qu'à ça, quoi. Et ça, c'était fructueux parce que c'est la meilleure façon d'avancer, quoi. C'est-à-dire qu'on était vraiment très concentré sur nos travaux respectifs, quoi. Et à ton avis, là, pour finir peut-être, parce qu'il resterait peu de temps des cartes. Donc là, tu peux enregistrer, par exemple, qu'avec le son de la caméra, au cas où, quoi. Oui, au cas où. Mais c'est important au niveau de la conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette prise en compte de cette histoire-là que vous avez vécue. Et il y a l'écriture de cette histoire qui se met en place et qui va vers où alors, n'importe où, il y a une chose qu'il faut toujours savoir, mais ça, c'est au bout d'un certain temps qu'on le comprend. C'est-à-dire que entre ce qui s'est passé à un moment donné dans l'histoire et ce qui est raconté après, il y a souvent un fossé. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire du surréalisme, dont c'est vu du côté des vainqueurs du surréalisme. Les parias du surréalisme auraient une autre histoire du surréalisme à raconter qui serait tout aussi intéressante. Mais on n'en garde qu'une. Bon, et là, je ne sais pas ce qu'il en sortira des gens, parce que souvent, le problème, les gens qui ont vécu cette période-là n'ont pas envie de la raconter. Et souvent, ce sont d'autres personnes un peu extérieures qui vont essayer de le raconter, mais ça va être déformé. Ou quelquefois, ce sont des personnes à l'intérieur qui vont le raconter, mais ça va être également déformé parce qu'ils vont le raconter pour se mettre à leur avantage. Donc, il est évident que ce qu'on en raconte est en général assez éloigné de la réalité. Et ça, on le voit avec les différents mouvements artistiques qui ont lieu comme ça à différentes périodes de l'histoire. Et donc, il y a une histoire souvent officielle, quoi. Alors, je ne sais pas quelle sera l'histoire officielle, mais déjà, il y a eu comme ça des tentatives de refonte de l'histoire, quoi. Où certaines personnes, comme ça, vont essayer de ramener les choses à eux, voilà. Tu as une vision à toi qui c'est à la façon d'une histoire aussi non. À toi ou... Non, parce que c'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit et la meilleure chose, ça serait de publier tout ce que j'ai écrit. Et ça serait beaucoup plus juste que d'essayer comme ça de raconter a posteriori ce qui s'est passé. Voilà, bon, j'écrivais énormément. Tu écrivais selon les impressions que tu avais, alors c'était juste... Par rapport à tu suivais la scène de l'avant-garde, alors... Oui, j'écrivais dans différents supports, donc selon les supports, il fallait s'exprimer d'une façon différente, donc je pouvais raconter les mêmes événements de manière différente aussi. Et, mais bon, je pense que la vraie histoire, un jour, c'est de publier tous ces textes-là. On pourrait suivre comme ça, presque au jour le jour, ce qui s'est passé à cette époque-là. Voilà, je pense que ça serait intéressant. Il faudra peut-être le faire un jour. Mais bon. Ça c'est une autre histoire. Bon, on est sur 17, 16, 15 secondes. Je profite pour te remercier. Non, mais tu ne veux pas enregistrer là-dessus. Tu veux mon micro? Non, ça va aller. Tu sais, il est un peu couvert, le micro là. Ah, mais tu veux pas mon micro extérieur là? Non, là? Non, il ne marche pas. Il ne peut pas marcher sur le tien? Non, c'est pas la même. Ah, d'accord. C'est pas la même caméra. Mais non, c'était très très bien.
Je sais pas, non, parce que j'avais plein d'autres choses à dire, c'est pour ça. On avait vu. Tu veux qu'on continue sur ta caméra? Si tu veux, oui. Alors attends, là, on a enregistré 47 minutes. On continue sur ma cassette ou... Oui, tu penses que... Bah, à la limite, on continue comme ça, sur ce plan-là, alors. Ah oui. D'accord. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as à dire d'autre? Ah bah, je sais pas, parce qu'il y a tellement de choses. Est-ce que tu penses qui... Ah oui, non, il y a une chose que je voulais raconter, par exemple. Donc la première fois... Alors... tu vois, il y a des fois on dit des choses et on peut se tromper. J'ai raconté tout à l'heure que j'avais vu pour la première fois Théo à La Rochelle. Enfin, j'avais vu Salomé, mais je ne l'avais pas rencontré. C'était bien en 1977, donc ça c'est sûr. Maintenant, en reparlant, donc ça tout à l'heure, je me suis souvenu que si je ne me trompais pas, c'était bien 77. Mais peut-être que je l'ai rencontré. Et il me semble que je l'ai rencontré. Alors, soit je l'ai rencontré à ce moment-là, il m'a donné son adresse, il m'a dit on se verra, il faudra qu'on se voit. Il n'avait pas le téléphone. Ou soit, quand je l'ai vu à Avignon un peu de temps après, tu vois, donc là on a sympathisé, et là il m'a donné ses coordonnées, on s'est vu après, mais à la limite, peu importe. Donc, la première fois que je suis allé le voir, rue Quincampoix, il habitait rue Quincampoix, tu vois. C'est une communauté. Oh, je sais, c'était pas, non. Non, merci. Donc, en tout cas, donc je l'avais rencontré puisqu'il m'avait donné ses coordonnées. En tout cas, la première fois, je le connaissais à peine, et un jour je dis, je ne pouvais pas le prévenir, tu vois, il n'y a pas de téléphone, donc je dis, je passe, tu vois. Donc je vais Quincampoix, alors je crois que j'étais avec quelqu'un, mais ça je ne me souviens pas avec qui. Et donc je vais à son adresse, tout ça, j'arrive chez lui, il n'était pas là, la porte était ouverte, déjà c'est étonnant, tu vois. Tu vois, il faut imaginer, aujourd'hui c'est difficile d'imaginer d'aller chez quelqu'un, que c'est ouvert, donc j'entre, tu vois. C'était un truc minuscule, une sorte de chambre, c'était un truc invraisemblable. C'était un truc complètement sombre, on se serait presque cru dans un tombeau. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. Tu vois, c'était quelque chose de quelques mètres carrés. Quoi, tu vois, c'était minuscule. C'était vraiment impressionnant. Donc après, quand il a déménagé, il est allé à Saint-Ouen, donc c'était une sorte de 2 pièces. Donc là, c'était beaucoup mieux. C'était, disons, beaucoup plus vivable. Même si c'était très simple, même si au niveau du chauffage, c'était vraiment primaire. Mais bon, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus vivable, à tel point d'ailleurs qu'il pouvait tourner, il pouvait faire ses films chez lui, il avait la place, tu vois, il y avait même 3 pièces, hein, c'était quand même tout à fait, c'était juste derrière le périphérique, donc c'était, en fait, avec le métro, c'était très près du centre, hein, c'était en 10 minutes, un quart d'heure, il était au Halles. Hein. Et, mais ce premier lieu où il habitait m'avait vraiment impressionné. C'était quelque chose de... C'était insensé, quoi. Mais je ne sais pas combien de temps il est resté là, parce qu'il est allé après, enfin quand je l'ai, peu de temps après que je connaisse, c'est là qu'il a changé, quoi, de lieu d'habitation. Mais tu penses que ça a une répercussion dans sa vie? Il avait une vie frugale. Écoute, il n'aimait pas les luxes. Oui, non, mais là, autant son cinéma était quelque chose de très luxueux, très brillant, tu vois, brillant au sens primaire, hein, et autant, donc ça m'avait impressionné, puis d'un seul coup, j'avais presque, dans la vie réelle, presque l'inverse, c'est-à-dire quelque chose comme ça, en même temps, c'était très, très joliment décoré, hein, mais c'était quelque chose de complètement... alors là, c'était... là, le côté mexicain l'emportait sur le côté occidental. Quoi. Alors que dans son habitation de la porte de Clignancourt, bon, c'était un appartement modeste, disons, de la classe moyenne française. Quoi. Bon, lui, il l'avait pas, évidemment, il ne l'avait pas aménagé comme un petit appartement bourgeois, évidemment. Hein. Il y avait des toiles, des soies, des choses comme ça sur les murs. Mais bon, disons, je dirais, c'était plus habituel. Mais la chambre de la rue Quincampoix, c'était quelque chose comme si on entrait dans un décor. Voilà, c'était une sorte de décor
de Salomé. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'il avait dû tourner les choses là, alors qu'il n'y avait presque pas de recul, tout ça, mais c'est comme si, quand je dis un cercueil, voilà, on pouvait presque, enfin, on pouvait être debout, et presque, il n'y avait pas la place vraiment pour bouger, c'était vraiment quelque chose comme si on était prisonnier de ce décor. Alors, je ne sais pas combien de temps il est resté là. Et puis ce qui était extraordinaire, la porte était ouverte. On pouvait entrer, donc je suis rentré, j'ai regardé, il n'était pas là. Je pense qu'il y avait une communauté à quelqu'un. C'est possible alors. Ouais, et par rapport à ces sortes de communautés, en tout cas déjà les collectifs dans lesquels bon, il fait partie avec Nedjar, Gaël, et tu as quel regard rétrospectif tu as sur ces collectifs? Non mais moi j'ai même pas besoin d'avoir un regard rétrospectif, hein. J'ai eu un regard très vite assez enfin, peut-être bénéfique dans un premier temps, mais assez négatif très rapidement. Je parle pas de la métro Barbès-Rochechouart, hein, ça c'est différent. Ah non, je parle du collectif Jeune Cinéma, tout ça. Ah, du collectif Jeune Cinéma. Ouais, je parle les différentes coopératives de cinéastes. Mais toi tu parles de la métro Barbès-Rochechouart. l'époque. Non, pas de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient pas comme ça, mais c'était, je veux dire, Théo, c'était une sorte de famille, quoi, à eux quatre, comme ça. Ils étaient assez proches, et donc, non, parce que tout ce qui était collectif au niveau création avait souvent, il y avait eu, c'était surtout au niveau du cinéma politique que ça avait eu lieu dans les années 70. Mais au niveau du cinéma artistique, beaucoup moins, quoi. Alors ça, c'est peut-être le coursier. Allô? Alors, est-ce que tu as des anecdotes par rapport au festival ou oui, tout simplement par rapport à l'amitié? Non, mais je me souviens, rencontre cinématographique de Digne, tu vois, donc c'était dans une sorte de maison de la culture, donc c'était des rencontres qui existaient depuis 1973, qui étaient vraiment... à mon avis, les meilleurs, c'était pas un festival, il n'y avait pas de prix, mais enfin le meilleur festival qui existait au niveau qualité de programmation. Et donc j'avais parlé à Pierre Quérel, qui était un prof de français là-bas à Digne, qui organisait ce festival. Et je lui ai dit, il faut montrer les films de Théo, c'est absolument indispensable. Et donc, il m'avait écouté, enfin, il m'écoutait des fois, alors, je faisais des propositions, puis là, il avait dit, bon, très bien, mais lui, il ne connaissait pas le Super 8, tu vois, Quérel. Il ne savait même pas qu'on pouvait faire une œuvre en Super 8. Alors, il avait eu l'idée de dire, voilà, en dessous de tu vois, il y avait la grande salle de 250 places, de la salle de cinéma de la Maison de la Culture, où avait lieu le festival de cinéma. En dessous, il y avait une sorte de salle, c'était même pas vraiment une salle, hein, c'était un lieu, je sais pas, il y avait peut-être des activités sportives, peut-être du judo, des choses comme ça, tu vois. Il avait dit, bah, tiens, on va en faire une salle en Super 8, on va montrer que des films de Théo Hernandez pendant le festival là. Et en fait, il a montré tous les films de Théo au sous-sol. Donc lui, dans son esprit, c'était un peu le mettre un peu de côté comme ça, parce qu'il ne savait pas trop quoi en faire. Et en fait, c'était génial parce que, tu vois, ça a créé une atmosphère, et il y a des gens qui allaient voir que des films de Théo. Ils n'allaient pas voir les films de Marguerite Duras, ou Godard, ou d'autres cinéastes comme ça, ou de Jean-Marie Straub, tu vois. Ils passaient leur temps dans cette petite salle en dessous, où c'était Théo qui avait amené son projecteur Super 8, qui en plus projetait des films. Et je me souviens, donc après, Pierre Quérel m'avait dit, parce que lui, il ne savait pas du tout ce que ça donnerait, tu vois. Le Super 8, il ne connaissait pas, et donc il m'avait dit, ah oui, en fait, ça a très bien marché. Tu vois, il avait eu des retours, des gens lui avaient dit, ah, c'était vachement bien, c'était vraiment très bien d'avoir fait ça. Et en fait, ça avait un peu dépassé ses espérances, quoi. Et lui, il avait mis ça là, au sous-sol, en disant, bon, il n'y aura peut-être personne. Non, mais tu vois, il ne savait pas, il n'avait jamais fait ça, donc il ne savait pas. Et en fait, il s'était passé quelque chose, et c'est notamment là que Théo avait rencontré cette femme
qui habitait Marseille, qui après l'a invité à Marseille, tout ça plusieurs fois. C'est Adine qui l'a rencontré. En fait, c'est grâce à moi, indirectement, évidemment. Mais oui, parce que vous avez vécu des découvertes ensemble, je sais pas, d'autres films aussi, Bon, oui, sans doute. d'autres cinéastes. Non, parce qu'on allait souvent à des projections, oui, des fois à Beaubourg, voir des films, je me souviens, oui. Mais là, je n'ai pas de souvenir précis de films. Donc tout simplement des causeries autour du cinéma, qu'il y avait comme coïncidence par rapport à l'amour au cinéma que tous les deux vous... Parce que n'importe comment, on allait encore beaucoup au cinéma quoi, à cette époque-là. Vous avez une formation en tant que cinéphile. Oui, moi,